Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce dernier numéro du mois de juin 2025 de notre saison avec nos amis d'Axéo pour le bâtiment optimisé. Un numéro sur lequel je vous propose que nous prenions justement l'ascenseur, un défi majeur, parce que vous savez que c'est finalement le véhicule qu'on emprunte le plus au monde, plusieurs milliards de déplacements tous les jours, soit latéral, soit vertical, entre vétusté et impératif de mobilité. C'est un vrai sujet, l'ascenseur, au cœur des préoccupations des Français. C'est un sujet qui est quotidien, auquel on est tous confrontés. Alors l'état de nos ascenseurs, panne à répétition, délai de réparation, accessibilité, bref, les enjeux sont vraiment majeurs. Selon une enquête, la cellule investigation de France Info, publiée en mai 2025, ce sont près d'1,5 million d'ascenseurs qui tombent en panne chaque année. Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les solutions pour garantir la sécurité et la mobilité de tous ? Parce que je vous le dis, quand vous habitez dans un immeuble où il y a 14 étages et que vous êtes bloqué, qu'il n'y a pas d'ascenseur, c'est une assignation à résidence. L'accompagnement d'experts, on va le voir d'ailleurs, est fondamental pour essayer de décrypter cette actualité et notamment les investissements pour sécuriser les coûts. On va essayer de partager justement toutes ces réflexions et en tout cas essayer de poser des bonnes questions. Pour cela, nous avons réuni un parterre d'experts avec nos amis d'Axéo, coproducteurs de l'émission, avec Alain Mélier qui est sur le plateau. Bonjour Alain Mélier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes délégué général de la Fédération des ascenseurs, on ne pouvait pas trouver mieux pour parler de ce sujet, au cœur de la préoccupation des Français. Nous avons également, une fois n'est pas coutume, on est ravis de l'accueillir sur le plateau. Il est le président du groupe Axéo, groupe spécialisé en contrôle et en conseil dans le domaine notamment de l'ascenseur. C'est Jérôme Spencer. Bonjour Sylvain. Bonsoir enchanté. Jérôme, merci d'être avec nous pour un sujet quand même extrêmement important et éminemment aussi également un peu politique. Et d'ailleurs, ça tombe bien, politique, il nous en fallait sur le plateau. On a le plaisir d'accueillir Anaïg Lemeur. Bonsoir Anaïg. Bonsoir Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du Conseil national de l'habitat, vous êtes députée du Finistère et vous êtes également une participante active au projet de loi sur les ascenseurs. Bref, on a un gros sujet dont on va débattre, bien évidemment, essayer de décrypter l'actualité. Je vous propose qu'on essaye de la décrypter le plus prosaïquement possible pour que toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est parti pour le sujet du mois. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Alain Mélier, vous êtes le délégué général de la Fédération des ascenseurs. Je suis ravi que vous soyez avec nous. Alors c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est un sujet, comme on dit, un peu touchy quand même quand on parle des ascenseurs, entre panne à répétition, problématique de vétusté. Je sais qu'on vous en parle tous les jours. Vous représentez une organisation industrielle puissante. Si je vous demandais maintenant là de me donner un état des lieux des ascenseurs en France, quels sont les principaux défis auxquels est confrontée la Fédération à l'heure d'aujourd'hui ? Alors, des chiffres déjà pour commencer, pour donner un peu de cadre à ce qu'est le monde de l'ascenseur. Vous parliez de milliards de trajets dans le monde. En France, on estime que c'est 100 millions de trajets par jour en France en ascenseur. Ah oui, quand même. 100 millions de trajets avec 25% des appareils qui ont plus de 40 ans. Alors, 40 ans, vous avez eu un Minitel, vous avez eu une Renault 5, c'est l'âge de ces équipements-là. Et au-delà. Donc c'est là aussi il faut faire attention, c'est un des défis principaux, c'est l'âge des équipements. C'est les premiers ordinateurs aussi il y a 40 ans, donc il faut bien remettre tout ça en perspective. Aujourd'hui c'est plutôt des pièces du musée, des pièces de collection pour des gens qui font de la brocante, mais nous on fait tourner des ascenseurs qui ont plus de 40 ans. Donc ça c'est un des premiers challenges sur lesquels on est confronté tous les jours et sur lequel avec succès on fait tourner des ascenseurs. Pour autant il y a des pannes, il y a des demandes d'intervention et c'est très différent la demande d'intervention de la panne. Vous évoquiez un chiffre de 1 500 000 pannes. Non, je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Je ne connais pas ce chiffre. C'est une création. J'ai pas donné de chiffre, moi. Si, vous évoquiez le de France Info. Oui. Voilà. Oui. Alors, oui, pardon, oui. J'ai évoqué la source France Info qui avait... Moi, je ne connais pas ce chiffre. Vous n'êtes pas d'accord avec ce chiffre? Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas comment les journalistes, un jour, l'ont calculé. Voilà, je ne connais pas ce chiffre. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'il y a à peu près 3 demandes d'intervention par an par appareil. Et une intervention, à nouveau, n'est pas une panne. Et dans 2 tiers des cas, lorsqu'on intervient, l'appareil est remis en service immédiatement.
Donc là, c'est aussi, il faut prendre la part des choses. Non, mais vous dites pas qu'il n'y a pas de panne. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de panne. D'accord, voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de panne. Je dis qu'il y a 3 demandes d'intervention par an par appareil. Et une demande d'intervention, c'est parce qu'un témoin lumineux ne marche pas et il faut remplacer au titre du contrat, parce que l'appareil est à l'arrêt, effectivement, et une remise en service peut se faire immédiatement, ou parce qu'il y a un défaut sur une pièce ou un acte de vandalisme. On va y revenir détailler tout ça tout à l'heure, j'imagine. Mais il y a une multitude de demandes d'intervention avec des choses du quotidien qu'on répare, nous, chez nous, lorsqu'on peut y accéder. Le changement d'une ampoule dans un plafonnier d'ascenseur, vous faites une demande d'intervention, chez vous, vous le remplacez. Donc il y a vraiment des choses du quotidien, et puis il y a de la panne franche, lourde, conséquente, qui peut provoquer des arrêts un peu plus longs, et sur lequel on travaille. Mais il faut bien avoir en tête que c'est aussi là des équipements qui provoquent tout ça. Vous comprenez, Alain Mélier, et je vais vous dire, vous êtes quelque part avec la Fédération des ascenseurs, presque victime collatérale, parce qu'en fait, on vous attribue tous les maux de la terre dans l'immeuble. Je connais bien le sujet, donc j'ai beaucoup travaillé sur cette question, et c'est parfois, et même souvent injuste, mais comme... Encore une fois, on fait de la politique entre la réalité et la perception des gens, il y a une vraie différence. Il faut quand même dire que dans votre métier, il y a plus de 70 disciplines, qu'il y a des métiers très divers et que vous agissez en temps réel, vous faites également un travail remarquable, il faut le dire, parce que là où on constate la panne, il faut aussi, d'un point de vue prédictif, voir tout ce que vous faites en amont dans le maintien des ascenseurs. Il faut aussi le rappeler, ça, par rapport au parc. Merci de le préciser. Anaïs Glemer, Madame la députée, vous êtes très engagée sur le sujet, et vous allez nous dire pourquoi. Parce que vous allez nous parler de ce projet de loi qui vise à lutter contre les pannes d'ascenseurs. Vous y participez activement. Vous avez notamment déposé un amendement qui a été approuvé, visant à sensibiliser les copropriétaires au risque que représente le potentiel arrêt de la 2G et de la 3G sur le fonctionnement de leur ascenseur. Pourquoi cette initiative est-elle si importante? Et plus globalement, où en est le projet de loi à ce sujet? Vous en êtes préoccupé et emparé? Alors, le sujet des ascenseurs est un sujet sur lequel je travaille depuis la loi Elan. Dans la loi Elan, j'avais aussi fait qu'on puisse avoir des ascenseurs à des niveaux moins élevés que n'obligeait la loi avant. Parce qu'en France, on était quand même avant-dernier au niveau européen en termes d'ascenseurs. C'est-à-dire qu'il y a très peu de villes, notamment des cœurs de villes moyennes notamment, où il n'y a pas d'ascenseur. Donc ça crée aussi un problème d'attractivité pour nos villes, notamment avec le vieillissement de la population. Moi, je suis masseur kinésithérapeute, donc c'est aussi un sujet qui m'intéresse en termes de mobilité pour faciliter justement l'accès au logement. Pour expliquer pourquoi cet intérêt pour ce sujet. C'est un intérêt pour moi de mobilité et d'accès en fait aux villes. Est-ce que vous avez été interpellé peut-être par des associations de consommateurs ou simplement peut-être des syndics de copropriété ou des conseils syndicaux? Comment ce projet vient comme ça à votre cabinet et à quel moment vous vous dites je vais travailler quand même sur un amendement pour essayer d'améliorer la lutte contre les pannes? Alors le projet en fait je ne suis pas à l'initiative de cette proposition de loi. C'est Monsieur Brun donc, qui a déposé cette proposition de loi, donc Philippe Brun du Parti Socialiste. Nous, en fait, je viens en tant que responsable de texte pour accompagner justement cette proposition de loi et l'amender, l'améliorer et peut-être ajouter des éléments qui n'existaient pas dans cette proposition de loi. Sachant que cette proposition de loi, initialement, l'idée était plutôt bonne de se dire qu'en fait, il faut améliorer l'état du parc d'ascenseurs pour améliorer les mobilités des citoyens. Donc l'idée peut paraître très bonne. Après, c'est les modalités d'application de la loi où là, on n'était pas complètement d'accord sur l'ensemble de la proposition de loi. Sur la 2G et 3G, effectivement, on a eu une alerte notamment qui nous a dit mais attention parce que les boutons Alors qu'est-ce que c'est que la 2G et la 3G? Alors les 2G et 3G, c'est les modes de communication actuellement en France. Donc notamment qui passent en fait par la téléphonie et donc les boutons d'alerte au sein de l'ascenseur d'urgence. Là, vous appuyez pour dire je suis coincé dans l'ascenseur, venez m'aider. Eh bien, en fait, ils se doivent d'être en état de fonctionnement. Sinon, l'ascenseur, il est mis en arrêt pour des questions de sécurité. Donc, ces boutons-là fonctionnent effectivement avec ce mode de télécommunication qui est désuet. On parlait tout à l'heure du Minitel. C'était effectivement un mode de communication qui, maintenant, on l'a pu au niveau de nos téléphones quasiment. On est maintenant sur de la 5G. Eh bien, progressivement, pour suivre en fait l'évolution et la performance des réseaux, effectivement, on va migrer progressivement vers d'autres modes qui sont vers la 4G
4G, 5G. Donc le 2G, 3G, les opérateurs téléphoniques vont arrêter de le faire en 2025. Donc c'est une réalité. Donc il faut accompagner ce changement parce qu'autrement, quand vous allez rester coincé dans votre ascenseur, eh ben, vous n'aurez aucun moyen de pouvoir communiquer. Donc en plus, ils seront mis à l'arrêt bien avant. C'est-à-dire qu'au bout du compte, les ascenseurs ne fonctionneront plus. C'était une alerte qu'on a voulu mettre, en fait, qui était un point... pas forcément que c'était pas le cœur du texte de loi, je le dis clairement, le texte de loi n'était pas là-dessus, mais on s'est dit il faut aussi être pertinent et coller à la réalité de ce que c'est qu'un ascenseur actuellement et quelles sont les difficultés bien plus grandes que celles qui étaient annoncées dans l'ensemble du texte. Il y avait des dispositifs qui pour moi étaient secondaires par rapport à ce point-là qui pour moi était crucial. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites parce que justement vous avez ce point de vue de la parlementaire. Bien évidemment, on verra, on confrontera le point de confronter contradiction, parce qu'encore une fois, l'avantage de notre démocratie, c'est la vitalité de notre débat. On n'est pas obligé d'être d'accord, et c'est même plus sain d'ailleurs, ne pas toujours être d'accord. Justement, on a besoin de conseillers, de ceux qui nous accompagnent, et c'est le rôle que vous avez, vous, Jérôme Spencer, vous êtes président d'Axéo. Alors vous êtes parmi les numéros 1 justement de l'accompagnement en AMO technique, assistance à la maîtrise d'ouvrage technique, en accompagnement, en expertise. C'est quoi votre rôle face à des problématiques? Je sais qu'on vous en parle également tous les jours, que c'est un vrai sujet, et une plus-value que l'on constate dans votre entreprise, justement, dans l'accompagnement que vous apportez, l'aide que vous apportez quotidiennement aux gestionnaires bailleurs, et surtout, lorsqu'on voit, d'ailleurs, c'est vrai, dans les journaux, un peu partout, le feu des critiques qui fait feu de tout bois, et c'est vrai que c'est pas évident quand on est ascensoriste, mais également quand vous accompagnez des bailleurs sur des problématiques comme celle-ci. Alors Sylvain, je vais essayer de résumer le rôle d'Axéo, qui est assez varié, assez divers, puisqu'on a un rôle à la fois de conseiller technique, d'expert technique, et souvent l'interface entre un client qui ne connaît pas la technique et un prestataire de service ascensoriste. Et on va être là du démarrage donc, de la partie panne, analyse de panne, audit technique, jusqu'à accompagner un client pour réussir à lui trouver un contrat de maintenance adapté à ses besoins. Ensuite, on va être là pour accompagner les travaux. Si travaux à faire, quel investissement faire, quel est le meilleur rapport qui a été pris, et après de faire un appel d'offres, de suivre les travaux, et d'être là jusqu'à la fin des travaux pour réceptionner. Ensuite, on a un rôle assez varié qui est d'être donc l'AMO technique, le support technique sur des parcs d'ascenseurs. On va pour des clients tertiaires, pour des bailleurs sociaux, être le monsieur ascenseur pour être à chaque fois l'interface entre lui et son prestataire. Tout ce qui va être analyse de devis, plan d'investissement et la panne du quotidien, le problème du quotidien pour être à la fois celui qui va alerter, qui va challenger l'ascensoriste et faire en sorte que son contrat soit bien réalisé. Donc on est vraiment de l'avocat, du médecin au conseiller. On est là pour tous les problèmes du quotidien d'un client qui ne connaît pas l'ascenseur et qui a payé pour un contrat de maintenance, et on veut que ce contrat soit bien réalisé par des experts. Au quotidien, nous avons près de 80 experts sur le territoire, donc dans 25 agences en France, qui sont là au quotidien, avec plus de 20 ans de métier, et qui vont être là pour challenger, accompagner, et faire en sorte que le client... En quelque sorte, vous êtes le tiers de confiance, parce que absolument, utilisé à la fois par les bailleurs sociaux, par les conseils syndicaux ou les syndics de copropriété, mais également les industriels du secteur, justement, par votre expertise totalement, je précise, indépendante, je suppose. Donc, c'est important parce que à l'heure où on voit des conflits parfois d'intérêts dans certaines entités d'organisation, ce qui est important, c'est qu'en faisant appel à Axieo, on fait appel à des experts. On le fait pour l'évaluation immobilière, on le fait également pour l'accompagnement technique. Ça se passe comment concrètement? Si je vous demandais, voilà, on vous saisit d'un dossier, très techniquement, très prosaïquement, ça fait comment? Comment ça se passe? Voilà, vous êtes interpellé sur un dossier dans lequel on constate des pannes, vous avez un donneur d'ordre, par exemple, une foncière qui vous dit « Axieo, aidez-moi », et vous avez en face de vous des industriels, des ascensoristes, quelle que soit la marque. Écoutez, le premier travail à faire, c'est d'aller sur site, de convoquer l'ascensoriste et de faire un point technique. Encore une fois, on n'est pas là pour taper sur l'ascensoriste, on est là pour faire en sorte que le travail soit bien fait dans les conditions d'un contrat de maintenance et de le faire de manière réaliste. Encore une fois, c'est un métier compliqué. Beaucoup de nos équipes sont d'anciens ascensoristes, donc ils connaissent le métier et comprennent les techniques, les contraintes techniques qu'ils ont, et après de s'assurer de le faire dans les meilleurs temps, au meilleur rapport qui a été pris, et ce pour l'intérêt du client final. Donc c'est vraiment du sur place, hein. Il faut être sur place, sur mesure,
Et chaque problème va être différent. Donc il n'y a pas de mesure miracle. Mais vous êtes également la courroie de transmission entre toutes ces données, ce recueil d'informations, également l'interface avec les industriels, également. Absolument, absolument. On comprend le problème technique, on le comprend, on essaie de mettre un nom, une analyse, et après de trouver la solution. Et s'il faut changer l'ascenseur, vous le faites? On le fait, mais encore une fois, dans la mesure du raisonnable. Hein, donc tout n'est pas forcément acheté, c'est à trouver à chaque fois le meilleur service. Et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution standard. Chaque ascenseur est différent, il a sa durée de vie, il a son usage. Hein, on ne comparera pas un ascenseur dans une copro de 3 étages à un IGH de 20 étages. Voilà. Donc l'usage est différent. IGH, immeuble de grande hauteur. Absolument. Voilà. Merci Jérôme Spencer pour cette précision. C'est vrai que, les amis, quand vous prenez l'ascenseur, c'est mécanique. Enfin, c'est vrai. Vous entrez, vous appuyez sur le bouton, puis ça monte. Et on ne se rend pas compte de la complexité. Alors c'est vrai que c'est intéressant de voir comment, eh bien, comme dans tous les métiers, il peut y avoir des difficultés que l'on traite. Alors justement, je vais revenir sur ce texte de loi, et ça tombe bien, puisque vous avez la présidente du CNH qui est en face de nous, députée du Finistère, Anne Aiglemer, Alain Mélier. La proposition de loi évoquée par la députée semble vouloir encadrer un peu plus davantage peut-être la profession. Hein. Si je force le trait, vous me rectifiez. Alors, la fédération, pour être très clair, comment vous avez réagi face à ces mesures, et notamment sur le délai d'intervention, les choses qui ne font pas forcément plaisir, sur les sanctions financières, par exemple. Oui, c'est pas le délai en soi qui ne fait pas plaisir, c'est la sanction financière qui est associée sur des choses sur lesquelles on a de Vous avez la représentante du peuple français. Un peu de difficulté à appréhender. Déjà, le titre du texte de loi, pour les pannes non prises en charge, 100% des pannes sont prises en charge. Donc déjà, le postulat de la loi démarre par une critique infondée, 100% des pannes sont prises en charge. Excusez-moi, Alain, vous êtes d'accord avec ce que dit Alain Mélier? Oui, on aurait pu changer le titre, effectivement. Non, parce que c'est vrai que, encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas payé par les ascensoristes, je préviens. Non, je préviens, on ne sait jamais. Hein, voilà. Mais franchement, quand on lit... Mais disons que ce qui est dans le texte aussi, c'était de porter la charge uniquement sur les ascensoristes, alors qu'ils ne sont pas propriétaires de l'ascenseur. Merci de le dire. Voilà, il y a un moment, il faut aller partager aussi les responsabilités, et pas forcément les mettre à charge uniquement à certains. Ça va mieux, là. Alors, merci, mais donc 100% des pannes sont prises en charge. Après, il y a des questions de délai de remise en service. Et c'est ça que le texte est censé, de manière unilatérale, parce qu'il n'y a pas eu du tout d'étude d'impact et de... Oui, j'ai posé la question sur la concertation. Avez-vous été concerté? Non, on a été convoqué pour une audition le jeudi pour le lundi, avant que ça passe en commission des affaires économiques, et c'est la première fois que les professionnels du bâtiment, UNIS, FNAIM, et l'Association nationale des gestionnaires de copro, et l'USH ont été convoqués quelques jours avant la commission des affaires éco. Donc la construction de la proposition de loi s'est faite de manière unilatérale par le député. Ah oui, c'est toujours comme ça sur une proposition de loi parlementaire. En fait, il n'y a pas d'études d'impact. Les études d'impact sont uniquement sollicitées dans le cadre d'un PGL, d'un projet de loi qui vient des gouvernements et des ministres qui ont en fait à disposition l'ensemble des services. Quand on est député, on n'a pas à disposition l'ensemble des services. Mais est-ce qu'il y a une logique quand on est député? Je comprends. Quand on est député, il y a dans la logique de la rédaction d'une loi, c'est aussi de faire tout un travail de concertation préalable avec les forces en présence, l'écosystème. Là, convoqué du jeudi pour un travail, pour un rendez-vous le lundi, ça fait un peu court pour préparer, vous ne trouvez pas? Alors moi, je ne sais pas comment il a fait en amont. Est-ce qu'il y a eu une phase avant les temps des auditions? Ça, je ne sais pas. Oui, je rappelle que je ne l'ai pas déposé. Oui, vous avez raison, les amis, ce n'est pas Anne Aiglemer qui a mené les auditions. Pour donner l'exemple, en fait, sur la proposition de loi que j'ai défendue avec Iñaki Etchani sur dit Airbnb, on a mis 2 ans et demi avant que le texte soit voté. Oui. Et c'était une proposition de loi parce qu'on a fait tout un travail en amont sur le terrain, etc., de concertation pour avoir un vote aussi de consensus. Mais c'est vrai que là, effectivement, je ne sais pas. Bon, je pense qu'il y a eu des collectifs qui étaient quand même en amont sur ce travail-là, mais c'est vrai que je ne sais pas comment la démarche a été posée sur les professionnels. Le principal collectif d'usagers, qui est le collectif Plus sur ascenseur, n'a jamais été consulté non plus, en amont. Donc, ni les collectifs Plus sur ascenseur, ni les fédérations immobilières. Sans faire de polémique, vous l'interprétez comment? C'est une posture politique. C'est pas un désaveu de l'industrie? Face à l'industrie, c'est quoi? C'est parce que c'est une posture politique et c'est un fantasme sur un marché avec 4 majors qui ne sont en réalité pas 4. Vous y allez fort, là. C'est un fantasme sur une réalité de 4 majors qui sont en fait pas 4 mais 5, et avec 40% de PME qui font de la maintenance, donc c'est un marché équilibré,
avec effectivement des industriels qui font de la conception, qui produisent, qui conçoivent, qui installent et qui maintiennent, et puis des PME. J'ai 180 adhérents à la fédération qui font du travail au quotidien. Et je peux sans doute demander à Jérôme, mais j'imagine qu'il consulte à la fois des constructeurs, des installateurs et des PME de maintenance. L'ensemble de ces partenaires-là apportent des solutions au quotidien pour tous les Français, quel que soit le type d'immeuble, quel que soit le type d'équipement. Si le dispositif est adopté, parce qu'il faut rappeler, Anna Higlemer, qui n'est pas encore adopté, il est en lecture au Sénat, me semble-t-il. Oui, exactement. J'ai pas répondu à la fin de la question tout à l'heure. Effectivement, elle a été votée à l'Assemblée, et là, elle est repartie en Sénat. Elle est au niveau de la navette. C'est ça. Donc, on attend de voir au Sénat comment... Et donc, peut-être qu'elle sera examinée à la prochaine session parlementaire Après, ça dépend quand est-ce qu'il la dépose, parce qu'elle ne sera pas forcément reprise. Il y a des lois, comme je dis, on a des lois qui volent comme ça dans un cloud, qui ont été votées à l'Assemblée, qui ne sont jamais revenus au Sénat. Parce qu'il faut que le Sénat accepte de l'inscrire aussi à son ordre du jour. Absolument. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait un délai, il n'y a pas de date d'inscription prévue pour ce projet de loi. On verra bien si c'est inscrit. Effectivement, là, on verra comment les sénateurs s'en saisissent, justement, et qui l'apportera. Vous voulez changer les termes de cette loi ? Alors, non, mais au-delà du titre, au-delà du titre que j'évoquais, et les termes de la loi qui ne fait que parler de sanctions, dans le préalable ou les propos liminaires de ce texte, on parle de la vétusté du parc, on parle de la nécessité de moderniser, mais les articles sont juste pour des sanctions sur les interventions. Il ne faut pas oublier que j'ai parlé de l'âge des appareils, donc c'est un point extrêmement important sur la capacité à trouver de la pièce sur des appareils qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 70 ans, pour certains. On fait comment ? On fait de la réparation. Si on ne trouve pas les pièces. On va essayer de faire une pièce pour en usine des pièces. Ça peut arriver sur certaines pièces, se faire usiner. Ou alors trouver des pièces de remplacement, trouver des pièces d'adaptation. Et dans la copro, lorsqu'on dit, j'ai un cas lyonnais en tête de cet appareil où l'installateur, constructeur, installateur a dit à la copro pendant 10 ans, attention, 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 eh ben, le moteur a lâché et après l'appareil s'est retrouvé pendant 3 semaines à l'arrêt. Donc à un moment, il faut aussi réinvestir. 70 ans, un équipement de 70 ans, il n'y en a pas beaucoup qui tournent. Donc il faut réinvestir. Donc ça, c'est la première chose, c'est là. Je voudrais terminer juste sur cette... Pardonnez-moi, juste pour qu'on comprenne bien, je vais vous laisser parler, mais réinvestir, ça veut dire que parfois vous vous heurtez par l'incapacité qu'ont les copropriétés ou les syndicats de copropriété ou le syndicat de copropriété à devoir investir en vous assignant l'idée qu'il faut absolument réparer, alors qu'à un moment donné, il faut quand même réinvestir. Il faut refaire l'intégralité de la société. Non, mais ça... Mais bien sûr, parce qu'on est dans un... ça a toujours marché. On se heurte aussi avec le pouvoir d'achat des copropriétaires. Ça marche, ça va marcher, etc. C'est ces principes-là qui... Et puis après, il y a des difficultés financières réelles dans les copropriétés, et de plus en plus, des difficultés financières croissantes. Et puis, on n'oublie pas les copropriétés qui sont des quartiers prioritaires, où là, on a des immeubles de grande hauteur, avec des copropriétés qui n'ont plus d'argent, et qui dans des quartiers et des immeubles qui sont vandalisés. Donc là, on est vraiment, pour moi, le nœud le plus compliqué, c'est celui-là, les copropriétés dégradées dans les quartiers prioritaires. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'incivilité ou le vandalisme. Il y a des bailleurs sociaux qui nous disent, mais 3/4 des appels que je vous envoie, c'est des appels suite à vandalisme. Donc ça, c'est des réalités d'appel aussi. Jérôme Spencer, vous faites face à cette quotidienneté, entre guillemets, tous les jours, enfin voilà, c'est le lot quotidien. Est-ce que ça arrive que vous vous retrouviez mandaté par un bailleur, par exemple, ou une assemblée de copropriétaires, ça peut être un syndicat de copropriétaires via le syndic, qui vous dit « Axéo, faites quelque chose pour nous », et vous dites « Écoutez, avec tout ce que je peux faire pour vous, il faut que vous changiez l'ascenseur ». Ça arrive ? Alors ça et arrive, on se heurte à la résistance financière. C'est loin d'être systématique. Le travail du tiers de confiance, c'est de faire la part des choses entre une maintenance qui doit être bien faite, donc c'est de l'investissement au quotidien, de manière mensuelle. Il y a 9 visites par an par appareil. Donc c'est de faire 9 visites qui sont légales. 9 visites, donc une tous les 6 semaines. Donc c'est de faire les bonnes maintenances au bon moment, qu'elles soient préventives, correctives. Et après, encore une fois, c'est de vérifier la vétusté de l'appareil. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est concrète? Et après, de voir qu'est-ce qui est de contrat. Chaque contrat va être différent, mais des contrats peuvent très bien inclure des éléments de vétusté, de pièces mécaniques. Donc là aussi, chaque cas est particulier. Notre rôle est de trouver à chaque fois ce qui est juste, par des faits techniques. Voilà. Non, mais, c'est-à-dire que quand c'est curatif, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire là il faut changer, là il faut réaménager, là on peut sauver le corps de... Je dis une bêtise, mais voilà, sauver le principal, mais parfois, peut-être marginalement, vous dites... Il faut que vous changiez l'appareil. Absolument. Le rôle aussi est de pouvoir dire... Et donc faire l'appel d'offres, chiffrer, voilà. Et notre rôle après, de dire oui, l'appareil est bien vétuste, les pièces de rechange sont maintenant obsolètes, on aura du mal à en trouver à moins de X semaines, voire mois.
Donc, chers clients, on vous conseille de moderniser. Et après, à nous de dire, est-ce qu'on garde les portes? Est-ce qu'on garde le moteur? Est-ce qu'on garde l'appareil de manœuvre? Donc, là aussi, chaque projet peut être... Ce qui n'est pas évident, c'est qu'au moment où vous dites ça, mon cher Jérôme, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire, bon, OK, on va changer l'ascenseur, il y en a pour 3 mois, et là, on prend 3 mois, je monte à pied, quoi. Voilà, d'où aussi le rôle de dire quels sont les plans d'investissement à programmer. Le but n'est pas d'être dépendant, c'était ma prochaine question. C'est d'anticiper les choses. Voilà. Et là aussi, notre rôle est de dire, chers clients, attention, voilà, ça se programme, on peut le faire en plusieurs étapes, mais tout n'est pas la veille pour le lendemain. Voilà, c'est aussi un rôle que l'ascenseuriste doit faire aussi. On est là pour vérifier, mais anticipons les choses. Alors justement, Alain Mélier, à la lumière de ce qu'on vient de dire, vous, il y a tout un écosystème économique qui dépend de vous aussi également. Il y a beaucoup de sous-traitants, d'opérateurs directs. Vous le saviez, c'est une industrie hyper importante. Il y a même des boîtes qui se sont créées juste pour dépanner. Certaines qui ont dit, nous, on fera mieux que les ascensoristes eux-mêmes, etc. Je ne dirais pas le nom. Mais l'impact que peut avoir ce texte réellement, économiquement, est-ce qu'il est important ou pas? Et vous l'avez mesuré? Alors on est en train de le mesurer. Est-ce que ça vous fait un peu craindre peut-être des conséquences négatives sur le plan économique? C'est un texte qui déjà par définition, par bon sens, c'est lorsqu'on augmente les charges, ça va avoir un impact à la fois sur les coûts et un impact sur les marges. Que ce soit du côté des pénalités ou du côté des stocks obligatoires. Alors quand vous dites augmenter les charges, de quoi on parle? De la sanction? Non, là je parlais des charges qui pèsent sur une entreprise pour gérer son activité au quotidien. Oui, donc on va augmenter les contraintes, on va augmenter les Parce que pour vous c'est une contrainte supplémentaire. C'est une contrainte supplémentaire. Et ce texte qui vise, quand je parlais du fantasme tout à l'heure, sur les majors de l'industrie, il y a des PME qui ne font que de la maintenance. Et au regard du texte, plus mon entreprise ne fait que de la maintenance, plus je vais être impacté par l'entreprise. Donc ce sont les PME qui vont souffrir en premier. Les majors font de l'installation d'appareils neufs, font de l'escalier mécanique, font des grosses rénovations dans des JGH, on évoquait tout à l'heure, ce que ne font pas les PME. Et donc les PME, elles qui font 100% de maintenance, vont être contraintes par ce texte de manière énorme. Anaïg Lemeur, cette loi, on est d'accord, pour vous, vous la considérez, elle serait considérée comme une avancée significative. La préoccupation d'un sujet, d'ailleurs, auquel on souscrit d'ailleurs tous sur le principe. Je crois, bien évidemment. Ça, il n'y a pas de sujet. On est plutôt dans la forme que truc. Alors, l'enquête de France Info, sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, où le journaliste prétend qu'il y a 1,5 million de pannes, on dit que le problème... Alors, on va perdre notre journaliste. Le problème, il est bien profond, bien évidemment. Est-ce que le fait de légiférer de façon plus contraignante, est-ce que ça peut vraiment résoudre le problème, ou est-ce qu'on n'est pas, à l'instar aussi d'une économie générale, qui n'est pas évidente en ce moment, notamment au niveau de l'immobilier, et même des industriels, qui ont des marges faibles, il faut le dire aussi également, dont on présume, parce que c'est des grosses entreprises, qu'elles ont beaucoup de moyens, ce qui n'est pas toujours le cas en termes de réponse. Est-ce que, quelque part, on ne se tire pas un peu une balle dans le pied lorsqu'on contraint un peu trop? Je ne veux pas parler d'inflation normative, mais... Je pense que ce texte était légitime. À la rigueur, il pointe du doigt une problématique du quotidien pour beaucoup de gens. Voilà, ça, il faut le redire. C'était quand même important de le dire clairement. Maintenant, je pense qu'il n'a pas pointé les bonnes personnes. D'un côté, on avait effectivement des PME qui risquent d'être en difficulté du fait de l'amende. Ils ne vont pas prendre en fait en charge des ascenseurs et ils ne vont pas prendre des contrats de maintenance parce qu'ils auront la crainte, au vu de la vétusté du bien, de prendre en fait ces contrats. Et donc, du coup, ils ne vont pas le faire. Donc, c'est aussi une perte pour eux au niveau de leur équilibre budgétaire. Et derrière, il visait aussi les collectivités parce qu'il donnait en fait, dès lors que l'ascenseur était en panne, c'était aux collectivités d'organiser du portage de repas, par exemple. Non, c'est pas possible. Les collectivités, quelle est la part des responsabilités dans l'ensemble du parc immobilier? Je veux dire, c'était quand même un peu surprenant comme proposition que de reporter en fait la charge de faire du portage du repas aux collectivités. À un moment, je me suis dit, mais que viennent faire les collectivités là-dedans? Il y avait quand même beaucoup de... Je dis, l'idée était bonne de départ, mais en soi, les moyens d'obtenir des réponses n'étaient pas celles-là. Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de se dire, maintenant, on va mettre un numéro d'immatriculation par ascenseur. Pourquoi pas? Se dire qu'on va peut-être faire un cahier de maintenance pour savoir où en sont
c'était pas le cas. Voilà, pour en savoir où en sont les ascenseurs dans leur entretien, mettre des recommandations fortes. Peut-être ça aurait été utile de dire, bah voilà, là il y a des points où on met des recommandations fortes et que derrière la responsabilité sera l'entièreté du propriétaire. Derrière, dans le texte, il y avait des confusions. Ils augmentaient aussi les loyers. Par moment, il y avait des pénalités sur les loyers pour les propriétaires, alors que là, on parle de charges. On ne parle pas de loyer. Que vient faire le loyer alors que ce sont des charges de fonctionnement? Vous voyez, il y avait plein de petits endroits où ça roulait pas. Je ne dis pas qu'il n'était pas bon, mais il y avait plein d'accroches qui n'étaient pas finalisées pour moi dans ce texte. Je comprends. Donc j'attends de voir comment il va aboutir, s'il aboutit un jour derrière dans sa prise en compte. Je pense que c'est bien d'en parler. C'était le cas. Mais à la fois, c'était peut-être pas le meilleur moyen de le faire. Alors, je ne veux pas critiquer votre collègue Brun, qui est l'auteur de la loi, oui. C'est ça. Mais voilà, si vous l'aviez prise depuis le début, je pense que les choses ne se seraient pas passées forcément de la même façon. Oh, je ne prends pas la flatterie pour autant, mais, voilà. Mais à la fois, je considère qu'il y a une réelle problématique. Il y a beaucoup de bon sens dans ce que vous dites, beaucoup de bon sens. Ben oui, il y a une réelle problématique, mais il faut partir du principe à qui appartient l'ascenseur et qui en est responsable en soi. Quelle est la responsabilité derrière? Parce que derrière, c'est vrai, des gens qui restent à demeure chez eux et qui sont dans une attente. Et quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer? La meilleure des solutions, pour moi, c'est un entretien, une vigilance en amont, faire de la prévention. On en parle tout le temps en santé, on en parle rarement dans le logement ou même dans les transports, comme peut être l'ascenseur. C'est faire de la prévention et peut-être mettre des lignes rouges en disant, bah voilà, on vous a prévenu 3 fois que la rénovation de l'ascenseur devait se faire. Derrière, bah, on se décharge de notre responsabilité vis-à-vis du risque de défaut de maintenance. À la rigueur, trouver un moyen de se dire, ben voilà, quand il y a eu prévention et qu'il n'y a pas eu d'action à la suite, bah, il y a un moment qui est responsable de ne pas avoir fait. C'est un peu la question. Vous parlez justement de prévention. Alors, je vais d'abord vous laisser réagir tous les deux sur ce que vient de nous dire Anaïs Glemer. Et je vais vous demander également, dans une deuxième question, je voudrais qu'on parle justement de tout ce qui est analyse prédictive, les outils qui sont mis en place. Et je sais que les ascensoristes, en matière de recherche et développement, ont beaucoup consacré d'efforts, d'investissement là-dessus. Moi, j'ai vu des trucs qui m'ont bluffé, des claviers, vous savez, holographiques, là, qu'on voit absolument. Maintenant, il y a des personnes qui détectent la panne avant même qu'elle arrive. Ça, c'est le summum du dispositif. Et pour cela, prévention, analyse prédictive, également formation des techniciens. Mais dans un premier temps, réaction sur les propos d'Anaïs Glemer, Alain Mélier. Oui, effectivement, l'objet principal, c'est d'anticiper une gestion immobilière saine, sereine. On a des bailleurs sociaux qui ont des plans d'investissement, de modernisation, donc on remplace sur les recommandations. Oui, la fameuse programmation dont parle un organe Jérôme, ou un autre, et puis au bout de 40 ans, on remplace l'appareil. Donc certains ont ces plans de programme de maintien en état de leur patrimoine. Dans les copropriétés, on a cette difficulté d'appréhender ce sujet-là, parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, ça marche, bon, ok, c'est pas un souci. Mais si, l'appareil, ça a 50 ans, donc il faut anticiper, il faut prendre le temps, il faut s'appuyer peut-être sur un bureau d'études de temps en temps pour comprendre ce qui va pas et les solutions sur lesquelles je peux avancer pour faire moderniser, faire en sorte que mon appareil soit conforme aux usages dont j'ai besoin, et conforme aux usages dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est face à une population de plus en plus vieillissante. Donc on est d'accord que l'arrêt de l'appareil longtemps est une difficulté pour tous. Il faut l'anticiper. On parle d'assignation à résidence. Je ne veux pas forcer le trait, mais on avait fait un reportage sur une personne qui était bloquée chez elle depuis plusieurs mois, qui disait qu'elle attendait la mort, quoi, carrément. Elle n'était jamais redescendue. Vous imaginez, c'est une assignation à résidence pour certains. Mais là, on est vraiment sur des cas très extrêmes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a parfois des immeubles dans lesquels vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Il y a des dégradations volontaires qui sont faites et qui sont très délétères. Et si je peux me permettre, il y a aussi peut-être une distinction qu'on aurait dû faire dans ce texte. Alors, je ne l'ai pas fait, j'avoue que je n'ai pas posé les amendements sur ce sujet. C'est faire une distinction du risque en fonction du nombre d'étages. Quand vous habitez au 15e ou que vous habitez au 4e étage, le risque d'assignation à résidence n'est pas le même. C'est-à-dire que quand vous avez 15 étages à monter, que vous êtes une personne âgée ou en situation de handicap, ou que vous avez 4 étages à monter par défaut d'ascenseur, on n'a pas le même risque. Ça aurait peut-être été intéressant de pousser, au niveau du texte, une distinction en fonction des étages. Ça aurait pu être l'une des solutions pour justement répondre, parce que dans ce texte, on a beaucoup parlé effectivement des immeubles qu'on retrouvait dans les quartiers politiques de la ville, dans les immeubles de banlieue, mais on a peu parlé en fait des immeubles de petits propriétaires dans des centres-villes ou autres qui n'étaient pas avec le même entretien, avec le même niveau d'auteur et le même usage du bien. Donc, il y a un moment, distinguer un usage de haute intensité
par rapport à un usage plus modeste de l'outil ascenseur. Il y a un peu une distinction faire quelqu'un qui roule que 10 km par jour et quelqu'un qui fait 100 km, 200 km par jour. C'est pas la même utilisation. C'est clair. Une réaction, Jérôme Spencer? Moi, je retiens trois points qui me semblent très bons dans la loi. Le premier point, c'est de recenser. Donc, on va enfin pouvoir avoir une vision du parc transparente, un peu technique, mais transparente du parc, qui me semble le point de départ. Deuxième point essentiel, c'est une garantie de résultats. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de moyens, on parle de visites. Demain, ce qui me plaît, c'est des résultats. On veut s'engager sur des résultats. Délai d'intervention, délai de remise en service, c'est important pour le client final. Engagement de résultats, oui. Et le troisième point, c'est de contrôler. S'il y a une loi, il faut le contrôler. Donc, du contrôle technique sur des appareils plus vieux, antérieurs à 31 décembre 2000, pour contrôler les ascenseurs qui sont plus à risque. Donc, contrôler, d'aider et trouver les réponses adaptées à chaque ascenseur. Alors, justement, trouver des réponses, anticiper, faire de la R&D, avoir des analyses prédictives suppose un capital humain, puisque c'est également une économie de main-d'œuvre. Pour être très clair, parce qu'il faut qu'un technicien se déplace, il faut qu'il y aille, il faut qu'il intervienne, etc. C'est une charge considérable dans le compte d'exploitation de ces entreprises, bien évidemment. La question de la prévention de la formation est une question cruciale. En sous-jacent, on suppose également que les politiques sont axées aussi justement sur la pertinence là-dessus. Quelques mots. Il y a justement des cursus qui ont été mis en place pour augmenter le nombre de jeunes personnes formées, parce qu'effectivement c'est un métier qui est encore en tension, ça recrute, on le sait, et voilà, on jette aussi l'information. C'est un métier sur lequel on peut s'épanouir. Ces métiers-là sont des métiers très différents, très polyvalents. J'allais dire, c'est presque des métiers de polytechnicien au sens étymologique du mot. Oui. Une polytechnicité qui passe même aussi par la médiation, puisque parfois ils vont sur place, ils vont devoir parler au conseil syndical à des personnes. Il faut savoir gérer. Et je peux vous dire que des fois, ils vous attendent avec un casque intégral, donc c'est pas toujours évident, bien évidemment. J'aimerais avoir le point de vue de la Fédé sur la question des jeunes, sur la question de la formation, sur la question de la prévention et de l'attractivité des métiers. Et enfin, profiter de cette tribune pour lancer aussi un appel à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont tous, parce qu'on est tous liés de près ou de loin à un ascenseur. Alors la formation, le recrutement, la valorisation du métier, c'est un sujet essentiel, crucial. C'est le chemin par lequel il faut absolument tous passer aujourd'hui et demain. On a commencé il y a quelques années effectivement par un certificat de spécialisation ascensoriste, parce qu'il y a un bac plus 1. Ah oui, quand même. Ça fait 20 ans qu'il existe. Le prérequis de base d'un technicien, c'est quoi à la base? Aujourd'hui, ça doit être des bacs pro, des bacs électromécaniques, okay. des bacs électroniques, etc. Et sur lequel il y a une possibilité depuis 20 ans de faire une mention complémentaire qui est devenue un certificat de spécialisation depuis 1 an. Et puis on a lancé avec l'éducation nationale un BTS dédié, quoi. Il y a un BTS maintenance des systèmes avec une option dédiée à l'ascenseur. Donc on fait grandir cette profession-là parce que le besoin de la profession, c'est aussi de s'appuyer sur des jeunes qui vont pouvoir progresser demain, devenir un peu plus experts, un peu plus en maîtrise en termes d'équipe. On espère que les experts vont rester chez nous et pas aller dans des bureaux d'études. Mais voilà, c'est l'essentiel aussi, c'est de les garder. C'est qu'on les forme aussi pour les bureaux d'études demain. Voilà, mais c'est un sujet extrêmement important. On a une vingtaine de lycées en France qui font ce certificat de spécialisation. Certains, une quinzaine, font maintenant le BTS. On a 2 CFA à Tours. Est-ce que c'est toujours un métier en tension ? Oui, c'est un métier en tension sur la définition même du métier en tension. Alors, les métiers en tension, après, réglementairement, c'est par région, donc c'est compliqué de faire avancer le sujet des métiers en tension. Mais c'est tellement un métier en tension qu'on y travaille, nous, par nature, par essence, parce que la pyramide des âges fait que les entreprises s'y sont intéressées depuis longtemps, sans connaître cette expression du métier en tension. Bien sûr. Et donc, la pyramide des âges, l'évolution des technologies, la nécessité de faire grandir, vous évoquiez tout à l'heure la relation du technicien à la copropriété, au copropriétaire, lorsqu'il intervient et qui doit rendre compte sur place. On doit à la fois former sur ces multiples technologies. Il doit être capable d'entretenir un appareil qui a 50 ans, un appareil électronique aujourd'hui, avec maintenance prédictive. Donc le technicien doit savoir tout faire aujourd'hui, et savoir parler au client, et savoir rendre compte à son chef. Donc voilà, on doit tirer les jeunes vers le haut. On travaille aussi sur la féminisation
Et là, c'est très intéressant parce que de plus en plus dans les Parcoursup... on a des techniciennes. J'étais à Lyon, là, il y avait sur 100, 120 ou 200 candidatures Parcoursup. Ils en ont retenu 44 qui vont proposer aux entreprises du secteur, avec dedans 2 femmes. Alors, c'est des tout petits chérins, mais on commence. 50% des jeunes, c'est des femmes. Donc, on doit aussi chercher des jeunes. C'est un métier dit pénible. Non, il n'y a plus la pénibilité telle qu'on l'avait à une époque. Qu'on l'avait à l'époque. On transportait les pièces très lourdes. Il fallait faire une grosse manutention. L'installation neuve aussi, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il y a des facilités aujourd'hui d'intervention. Et sur la maintenance, la réparation, ce n'est plus un métier pénible et exigeant physiquement. En sachant qu'ils sont équipés d'un véhicule, qu'ils sont hyper connectés, qui sont capables de bouger. Et un dernier point, c'est pas polémique du tout, mais vous ne les chargez pas ou les surchargez pas de dépannage en journée. Vous faites en sorte que le ratio qu'a un technicien à la journée soit tout à fait adapté à son rythme horaire, également dans des zones denses ou dans des agglos denses. Oui, ça c'est des équipes qui sont mis en place par chacune des entreprises. D'accord. Non, mais en général, ça fonctionne plutôt bien. Un nombre. On n'est pas la course à la. C'est un critère qui est regardé par les bailleurs. Dans certains types de contrats, c'est regardé de manière extrêmement proche, et c'est logique. Du nombre d'ascenseurs par technicien sur sa tournée. Une tournée d'entretien, c'est toutes les 6 semaines. Un technicien est amené peut-être pendant sa période de tournée dans la journée à aller sur une intervention, sur une panne en proximité, pour remettre en service l'appareil, parce que là encore, on revient sur le sujet du texte. Il faut réduire le temps d'intervention maximum. Après, les techniciens préfèrent être sur les ascenseurs que dans les bouchons. On passe de plus en plus de temps dans les voitures, et ça c'est compliqué. D'où des organisations locales qui peuvent se mettre dans des grosses agglomérations, avec des déplacements sur 2 roues, ou même à pied certains. On peut ? Oui. On peut aller dépanner sur site avec, par exemple... On fait la première intervention dans un tricycle. Non, mais bien sûr, oui. Ou un vélo cargo, je sais pas. Les entreprises, alors a priori, les entreprises sont pas fans du vélo cargo qui a priori est accidentogène de manière un peu plus forte. Donc mais c'est des choses qui sont regardées, analysées par les entreprises pour savoir quelle est la manière d'optimiser tout ça. Un peu dans la logique de la logistique du dernier kilomètre, qui est un peu la dent creuse pour certaines opérations. Et d'une livraison des pièces à proximité. Il y a des livraisons de pièces qui sont dans les voitures, dans certains cas. L'appel avant 16 heures pour une panne, pour une pièce, c'est livré la nuit dans la voiture, de manière à tout de suite intervenir le lendemain. Donc tout ça, c'était regardé pour optimiser au mieux les services au quotidien. On voit qu'il y a une vraie progression. Un commentaire justement, prévention, analyse, formation des collaborateurs qui deviennent d'ailleurs à terme des experts, des ingénieurs également, parce que beaucoup ont évolué au sein. Je sais que chez Axéo, vous avez des techniciens de très haut niveau qui ont démarré au bas de l'échelle et qui ont vachement évolué justement, parce que là encore aussi, il faut le rappeler, c'est un métier attractif, c'est un métier en tension, dans lequel il y a des vraies perspectives d'évolution, soit sur du consulting, du conseil dans des bureaux techniques, d'études techniques par exemple, mais aussi chez les industriels. Jérôme Spencer. Alors nous, on a la chance de récupérer certains experts chez les ascensoristes qui veulent changer de métier et passer d'un travail terrain en faisant le travail, à un travail plutôt de consulting, donc d'expertise. Et ces gens-là ont en général entre 15 et 20 ans d'expérience dans le domaine. Et au-delà, on va leur apprendre aussi toute la partie réglementation. Donc il y a aussi tout un panel de savoir quelles sont les normes en vigueur. Donc, en général, ils savent faire des travaux, ils savent maintenir, ils savent dépanner, mais après, il y a toute la partie réglementaire, et elle est compliquée, et elle est conséquente. Donc là aussi, il y a une formation continue chez Axéo pour les amener à un niveau de connaissances techniques important sur les lois en vigueur et la conformité des appareils. Et après, ils évoluent au fur et à mesure en termes de projets, puisqu'on parle de petits projets d'ascenseurs sur des copros de 4 niveaux à immeubles grande hauteur de 20-25 niveaux. Donc là aussi, les projets sont différents, les risques ne sont pas les mêmes. Et les équipes vont grandir au fur et à mesure en termes de volume de projets sur des parcs d'ascenseurs, sur des clients tertiaires, sur des bailleurs sociaux. Là aussi, il y a des gros volumes d'appareils à suivre. Donc les rôles vont évoluer. Et on accompagne nos experts dans leur évolution de carrière, et ils terminent cadre chez nous avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ces précisions. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Je voudrais qu'on fasse une conclusion un peu, bien sûr, résolument optimiste. Il vaut mieux en ce moment être résolument optimiste, sinon si on allume la télé et on écoute la radio, à part le Valium, il n'y a pas grand-chose pour calmer le jeu. L'objectif, il faut le rappeler, de ce projet de loi est un projet pour améliorer, et surtout sur le fond, et on y a tous compris, la vie des Français.
tous les jours lorsqu'ils prennent l'ascenseur, qui est un outil extrêmement important. Il y a des personnes qui ne sont pas bien portantes, qui sont sur des immeubles de grande hauteur, sur lesquels c'est vraiment dramatique, bien évidemment. En quelques mots, Anaïs Glemer, qu'est-ce que vous diriez pour synthétiser ce projet de loi et quelque part cette volonté qu'a justement le Parlement, les élus, d'améliorer également dans l'habitat la vie des Français au quotidien? Alors je pense que c'est très bien d'avoir fait un focus justement sur l'ascenseur, parce que l'ascenseur, c'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc actuellement, en fait, quand on veut développer des territoires, il faut pouvoir aussi accéder à ces territoires. Donc c'est bien d'avoir fait ce focus-là. Après, c'était un biais comme un autre. Pourquoi pas, effectivement, le voir sur l'accessibilité, mais au sens du continuum, c'est-à-dire de la maintenance. On aurait pu aussi souligner les bienfaits aussi de l'ascenseur en termes d'évolution technologique. On a très peu parlé là, mais effectivement, ils sont moins consommateurs qu'avant. On a des commandes vocales maintenant qui permettent justement à tout usager, même handicapé, de pouvoir accéder aux ascenseurs. Il y a quand même des usages qui se sont développés. Donc, il y a un côté positif qu'on pourrait montrer, c'est que l'ascenseur, il est devenu essentiel et indispensable et il accompagne justement, certes, les changements de ville. Quand on parle de densifier la ville, l'ascenseur est le meilleur moyen de densifier. Quand on parle de surélévation, demain, il faudra aussi des ascenseurs si on parle de surélévation. Donc, c'est un outil écologique à long terme qu'il ne faut pas négliger. Donc, ne pas négliger, ça veut dire effectivement générer de la maintenance de bonne qualité avec un bon niveau de formation, parce que ça deviendra effectivement un enjeu d'avenir. C'est très clair. Alain Mélier. Je pense qu'il faut prendre le temps de l'analyse, que ce soit du sujet. C'est-à-dire que ce soit par des plans pluriannuels de travaux qu'on a évoqués dans les copropriétés, prendre le temps de regarder. Et c'est aussi l'exemple de ce que fait la ministre Médel, la ministre de la Ville, qui a identifié 30 quartiers prioritaires sur lesquels elle a demandé dans ses préfectures de regarder pourquoi il y a des difficultés dans les immeubles et entre autres pour nous, effectivement, dans les ascenseurs. Et donc là, c'est faire un audit complet exhaustif sur 30 quartiers prioritaires dans 30 départements différents et vraiment avoir cette photographie de la difficulté rencontrée dans l'existant, aussi bien par les locataires que par les bailleurs, que par les prestataires. Et là, on pourra construire quelque chose d'utile. Bien sûr. Il faut rappeler également que le sujet touche bien sûr tout un écosystème et que vous en êtes l'une des parties prenantes, parce qu'il y a aussi l'ensemble du bâtiment qui est concerné. Jérôme Spencer. Juste pour vous dire que le projet de loi est éminemment important en termes de focus sur l'ascenseur. Il est certainement à finaliser, à ajuster sur certains points. Le but n'est pas de multiplier les contrats de maintenance par 2 ou 3, qui est le risque avec les contraintes qu'on y met, mais trouver une façon d'avoir des résultats probants. Nous, notre métier, c'est d'avoir des résultats probants pour le client final. Donc, c'est trouver le bon équilibre entre l'investissement, la contrainte et le travail bien fait. Donc, on n'y est pas encore. Je pense qu'il y a encore quelques ajustements à faire, mais en tout cas, la démarche est bonne pour les clients finaux. Alors, la démarche est bonne également pour un écosystème. Pour rappeler qu'il y a des syndics de copropriété, qu'il y a des conseils syndicaux, qu'il y a toute une chaîne de valeur autour des bâtiments qui compte, et l'ascenseur, c'est encore une fois l'une des composantes. Merci pour cette émission extrêmement intéressante sur le sujet. Merci à vous, Anaïs Glemer. Je rappelle que vous êtes député du Finistère et président du Conseil national de l'habitat. Jérôme Spencer, président d'Axéo, et merci à Alain Mélier, délégué général de la Fédération des ascenseurs. Toutes les informations sont récupérées sur le podcast sous les informations avec justement les données dont vous avez parlé tout à l'heure, avec France Info, BFM TV, qui donnent toutes les sources. Bien évidemment, vous nous écrivez, vous nous communiquez vos aspirations, toujours avec beaucoup de bienveillance. On vous en parlera. On va vous souhaiter un très bel été et on se retrouvera certainement au mois de septembre pour un nouveau numéro du Bâtiment Optimisé. Le Bâtiment Optimisé, une émission proposée par Axieo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.